Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 2, féminisme, genre et minorité. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen. Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits. Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins. Les procès du siècle, saison 2. Féminisme, genre et minorité. 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 10, la virilité, fierté ou boulet, avec Olivia Gazalet, Laurent Métry et Toufik Hakem à la modération. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver dans le cadre donc des procès du siècle du MUSEM, avec aujourd'hui comme thème la virilité. Alors, la virilité, fierté ou fardeau, qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle? Comment les jeunes garçons vivent-ils aujourd'hui leur masculinité? Les valeurs de la virilité telles qu'elles nous ont été inculquées durant des siècles sont-elles à bannir totalement? Et si oui, comment? Alors, les temps changent, mais est-ce que les lignes bougent pour autant? Est-ce que les mentalités suivent? On fait le point ce soir avec nos deux invités, deux spécialistes de la question, cela va sans dire, la philosophe Olivia Gazalet et le réalisateur et documentariste Laurent Métry. Merci de les accueillir comme il se doit. Olivia Gazalet, essayiste, philosophe, maître de conférences, cofondatrice d'ailleurs des Mardis de la Philo, co-créatrice de Philosophie Magazine, et entre autres travaux et livres publiés, on vous doit Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, un livre de référence désormais. Laurent Métry aussi, bonsoir, vous êtes scénariste, producteur, réalisateur, et avec votre épouse, l'écrivaine et philosophe féministe Camille Froidevaux-Métry, vous avez réalisé le documentaire Les mâles du siècle pour questionner justement l'impact des combats féministes des dernières décennies sur les hommes. Alors peut-être que ma première question serait de l'ordre de votre implication. Pourquoi ce sujet très particulièrement, donc la virilité ou la masculinité toxique, est-il au centre de vos recherches et travaux? Quel élément déterminant a été à l'origine de cet investissement intellectuel, pour ne pas dire de votre engagement militant? Olivia Gazalet. Alors, je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que au départ, je m'intéressais beaucoup à la cause féministe. J'étais pas du tout partie pour m'intéresser aux hommes. Quand mon livre est paru en 2017 et j'ai mis à peu près 4 ans à l'écrire, donc j'ai commencé mes recherches vers 2012, vers 2013. Et c'était comment ça se fait qu'on en est encore là aujourd'hui? Pourquoi il y a encore autant de discrimination sexiste? Pourquoi il y a encore autant de violences sexistes et sexuelles? Donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça et en tirant des fils, je me suis rendu compte que le problème de la persistance de ces injustices et de ces discriminations sexistes ne venait pas seulement de la perpétuation des stéréotypes sexués sur le féminin, parce que cela, ça fait quand même déjà 200 ans qu'on commence à les déconstruire, mais en revanche, la perpétuation des stéréotypes sexués masculins, celle-là, elle est impensée, on n'y pense pas. Alors maintenant, on a l'impression que ce sujet, depuis 5-6 ans, depuis MeToo, on en parle beaucoup, mais moi, quand je parlais de ces recherches, tout le monde me disait, mais il est où le problème des hommes? Non, c'est un problème de femmes. Ben non. Donc, en creusant ça, je suis tombée sur plusieurs sources. Tout à l'heure, on reparlera peut-être des sources. Et j'ai compris, tout à coup, ça a été une fulguration, que la virilité elle aussi posait problème. C'est-à-dire que, pour la faire courte, il y a les masculinités et la virilité, il ne faut pas confondre, ce sont deux choses différentes. Il ne s'agit pas de dire que tous les hommes sont mauvais, sont prédateurs, sont violents, sont discriminants, etc. Les masculinités sont diverses, comme il y a des féminités. En revanche, la virilité, c'est un modèle, c'est un idéal normatif, hyper prescriptif, hyper
contraignantes, c'est des injonctions qui se sont intériorisées au fil de l'histoire par la violence, on y reviendra certainement. Et donc, en fait, tant qu'on ne remettait pas en question ces impératifs, d'une part, les femmes continueraient à subir des discriminations, mais les hommes aussi. Parce qu'en réalité, ce que j'ai appelé le mythe de la virilité, c'est-à-dire ce mythe de l'homme puissant, dominateur, conquérant, héroïque, valeureux, audacieux, compétitif, performant, la liste est longue de tous les attributs masculins, eh bien, en réalité, il y a beaucoup d'hommes qui ne ressemblent pas à ce modèle-là. Et ces hommes, au cours de l'histoire, ils ont été discriminés. Voilà. Et pas seulement les homosexuels, tous les hommes qui ne présentent pas les marqueurs de la virilité triomphale, qui ne sont ni riches, ni beaux, ni puissants, qui n'ont pas de grosses voitures, qui n'ont pas tous ces attributs, ou qui ne performent pas sexuellement, ou qui ne fanfaronnent pas sur leur conquête sexuelle. Ils ne sont pas considérés tout à fait comme de vrais hommes, comme s'il y avait les vrais et puis les sous-hommes. Et en fait, quand on creuse un peu, les sous-hommes, en général, dans l'histoire, ça a été les colonisés, ça a été les opprimés, ça a toujours été... voilà. Donc on peut analyser ça en termes de classe, en termes de race, en termes d'identité de genre. Voilà. C'est l'idée de la hiérarchie. Voilà. Laurent Métry, et vous ? Alors, oui, moi, je suis venu un peu à toutes ces questions parce que j'ai vécu, il y a quelques années maintenant, une scène sexiste. J'ai assisté à une scène sexiste un matin en buvant un café, tout simplement, et j'ai rien dit. Voilà. Et je suis rentré chez moi, je vis avec Camille Froidevaux-Métry, qui est une philosophe féministe, et puis on parle souvent de ces sujets-là, et elle m'a dit « Pourquoi t'as rien dit ?» Effectivement, je me suis retrouvé un peu dans ce mutique à ce moment-là, et ça a commencé un peu à cheminer en moi. Et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi, justement, là, je ne m'étais pas exprimé, alors que je suis, depuis longtemps, un peu intéressé par ces questions et aussi révolté, et un peu mal à l'aise dans plein de situations qui sont des situations sexistes. Pourquoi, là, à ce moment-là, je n'avais rien dit. Donc, pour ça, je me suis dit, je vais aller rencontrer des hommes. J'en ai rencontré une trentaine pendant un an et demi, dans toute la France, de 17 à 96 ans. Et j'ai fait les mâles du siècle pour essayer d'avoir des points de vue, des témoignages, des ressentis sur toutes ces questions, en balayant un peu d'une façon panoramique toutes les luttes féministes. Voilà. Et donc, grâce à un guide d'entretien construit par Camille Froidevaux-Métry, j'ai pu faire parler un petit peu tous ces hommes, et aussi moi comprendre aussi, et à commencer un cheminement un peu introspectif, sur ma vie d'enfant, d'adolescents et de jeunes adultes qui avaient, en tant que garçons, vécu des tas de moments un peu, encore une fois, malaisants, où on se sent un peu comme dans une cage du patriarcat, pour faire court. Et après, j'ai découvert pas mal de choses, et je suis en train encore maintenant de faire un film qui s'appelle Les Petits Mâles, pour descendre un peu dans les générations. Mais avant de réaliser vos films, vous venez de dire que la prise de conscience était antérieure. Ça commence comment pour vous, ce genre de questions, de questionnement ou de remise en question ? Ça commence, comme je vous disais, par des moments qui sont des... je sais pas, moi je me souviens d'avoir entendu, parce que j'avais les cheveux un peu longs à un moment donné, dans une boulangerie, Bonjour Mademoiselle, c'était quand je dansais, on m'appelait Claude François, quand je faisais un peu des dessins ou des choses un peu artistiques, on me traitait pas de fille, mais c'était un peu bizarre, les émotions, tout ça. Donc en fait, si on met bout à bout tout ce qu'on peut vivre en tant que garçon, dans les vestiaires, à l'école, des choses absolument incroyables qu'on vit comme ça, qu'on vit sans même s'en rendre compte, et puis ça va pas en fait. Au bout d'un moment, ça a commencé à me diriger vers ces questions-là aussi. Olivia Gazaldé, est-ce qu'il faut faire le distinguo entre virilité et masculinité ? Vous répondez oui, mais s'il y a plusieurs masculinités, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi plusieurs virilités ? Bon, on pourrait dire que la virilité, c'est un modèle hégémonique unique. En réalité, il y a eu des évolutions dans l'histoire, même sur la virilité elle-même, sur ce qu'était qu'un homme viril. Mais ce que je trouve, moi, pernicieux, c'est l'idée d'essentialiser des attributs ou des qualités en disant ça c'est un truc d'homme et ça c'est un truc de femme. Et donc en fait ce que Laurent disait très bien, et c'est la virilité en ce sens vous fait injonction de vous soumettre quand même à un certain nombre d'injonctions et de normes. Et en gros tout à l'heure j'ai cité, il y a la force.
Il y a la puissance. Alors la puissance, ça s'entend comme la puissance guerrière. Au cours de l'histoire, n'oublions pas, on fabriquait des guerriers. Donc pour qu'il aille se faire tuer ou tuer les autres, il faut lui dire que tu n'as pas peur de la mort, donc tu ne souffres pas, tu es plus fort que ça. Donc retiens tes émotions. Et cette rétention émotionnelle, elle est caractéristique de la virilité. Donc on a une puissance qui est guerrière, qui est professionnelle et qui est sexuelle. Ça va vraiment avec la virilité. Et le devoir de virilité, c'est aussi un devoir d'hétérosexualité. On doit d'abord montrer qu'on n'est pas une femme, déjà, je ne suis pas une femmelette, mais qu'on n'est pas efféminé. Parce que, comme il y a une hiérarchie entre féminin et masculin et que le féminin est déconsidéré, et bien quand on, entre guillemets, qu'on ressemble ou quand on s'effémine, eh bien on va vers le féminin, donc on va vers l'inférieur. Donc, en fait, l'homophobie, elle est directement liée à la gynéphobie, c'est-à-dire à la misogynie. C'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est dégradante. Donc c'est important de parler de cette puissance sexuelle, guerrière, professionnelle, hétérosexuelle. Et j'insiste pour dire que tout ça, les femmes sont censées en être dépourvues. Hein. C'est pour ça que c'est important de dire force. Les femmes sont faibles. Puissance, les femmes n'ont pas de puissance. Performance, on n'en parle même pas. Le sens de l'honneur, une certaine forme d'héroïsme, le goût de la victoire, le courage, on l'a dit, combativité, rétention émotionnelle, mépris de la douleur, hantise de l'effémination. Pour répondre à votre question, j'ai répondu peut-être un peu longuement, mais ça n'a pas tellement changé au cours de l'histoire. Il y a d'autres valeurs qui se sont surajoutées, par exemple au moment de l'honnête homme, mais les valeurs de force et de puissance demeuraient. Ça a traversé les âges pendant 2000 ans. Laura Métry, est-ce que pour vous, aujourd'hui, une fois que vous avez entendu Olivier Gazalet, est-ce que pour vous, le mot viril est à bannir ou il est en passe de devenir une insulte, quelque chose à ne pas employer ? Non, je crois pas que non, c'est pas un problème d'insulte ou quoi que ce soit. Je crois que ce qu'il faut entendre, c'est que les hommes, si on les questionne bien sur toutes ces questions, justement, en fait, se plaignent un peu d'être effectivement, de subir pas mal d'injonctions. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le film Les Mâles du ciel que j'ai fait, c'est que pour certains, c'est une fierté aussi d'être viril. Oui, c'est une fierté, mais en réalité, si vous posez les bonnes questions, souvent ils sont obligés de savoir justement de se comporter comme ça dans un bar ou pas, de se comporter comme ça avec les femmes, enfin au travail, partout. Donc plein de moments de leur vie, ils sont pas très à l'aise avec ça, encore une fois. Donc la virilité, pour certains, peut être un plaisir d'être viril au sens, on peut avoir des avantages ou des moments, disons, un peu, valorisants. Voilà, il y en a qui vivent ça, évidemment. Voilà. Mais en même temps, je pense que sur le temps long, et avec des enfants, en amitié, sur plein d'endroits, c'est pas forcément quelque chose qui rend les hommes plus heureux. On va aussi parler de vos références, Laura Métry, puisque dans un procès, il y a aussi des pièces à conviction, mais il y a aussi des témoins. Et j'appelle à la barre notre premier témoin. Bonsoir. Bonsoir. Les témoignages que vous allez entendre ont été préparés au cours de la commission d'enquête, une séance qui s'est tenue hier, comme tous les dimanches. Un moment pris ensemble avec vous, public, pour ouvrir le sujet, préparer des témoignages, des arguments, au croisement entre la fiction et la réalité, et donc peut-être aussi des arguments qui peuvent apporter des points de vue qui déplacent un peu le débat. Bonsoir. Je m'appelle Marion et ce soir, je serai Eva, influenceuse, créatrice du site Eva Love Coach. Je suis venue vous parler ce soir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Oui, nous sommes dans un monde qui évolue rapidement. Entre la déflagration #MeToo et le règne du patriarcat qui perdure, malgré tout, il faut bien reconnaître qu'en ce début de XXIe siècle, le masculin vacille. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'agir. D'agir en ouvrant mon site Eva Love Coach. Alors allez les garçons, ce soir, en quelques mots. Soyez fiers de ce que vous êtes, sachez ce que vous voulez. Faites preuve de courage, osez engager la conversation. Et pourquoi pas proposer un verre quand vous voyez une fille au comptoir. Ne vous laissez pas intimider par un regard ou par une attitude. N'hésitez pas à faire le premier pas. Allez, soyez entreprenants tout en respectant les limites, parce que bon, quand même. Et dites-vous bien que les filles n'aiment pas les garçons qui hésitent.
Soyez sportifs. Vous voyez, les filles adorent les garçons actifs, qui prennent soin de leur corps, qui en imposent par leur stature. Elles aiment les mecs qui sont respectés, qui n'ont pas froid aux yeux. Vous voyez, un mec qui les protège, au bras de qui elles se sentiraient en sécurité. Et aussi, ce qui est important, prenez des initiatives. Soyez aventuriers, mais aventuriers jusque dans leur lit. Les femmes n'aiment pas la routine. Elles aiment être surprises. Encore un petit conseil. Soyez attentionnés. Les nanas adorent qu'on s'occupe d'elles, qu'on prenne les devants, qu'on devine pour elles ce qu'elles veulent. Bon, en gros, assumez votre virilité. Soyez sûrs, soyez audacieux, ayez une attitude de héros. Vous voyez comme un héros comme Thomas Shelby, vous voyez dans Peaky Blinders ? Bam. Révélez votre potentiel attractif sexuel. Les garçons, les filles veulent des mecs virils. De nos jours, le mâle alpha n'a pas bonne presse, mais dans le fond, le bad boy reste sexy. Bon, si vous voulez en savoir davantage, pour entrer un peu dans le concret, venez voir mon site et visionnez les replays de ma chaîne YouTube, Eva Love Coach. Merci de votre attention et à très vite. Olivia Gazalet, Laurent Métry, vous voulez réagir à ce premier témoignage ? Comment dire ? Non, j'ai un peu l'impression que on est un peu dans un autre temps, là, en entendant un peu cette Eva Love Coach. Oui, ça me fait penser un peu aux années 80, peut-être, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr ça soit tout à fait possible aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, ça, pour moi, ça fait penser à un temps un peu révolu, ouais, un peu ancien. Olivia Gazalet. Je suis un peu désemparée aussi. C'était un peu une caricature de site masculiniste, de coach en séduction, etc. J'ai bien compris. Vous faisiez une caricature, hein, c'est bien ça. On est d'accord ? Donc, effectivement, elle était très bien faite parce que c'est ça. On voit beaucoup de choses comme ça sur Internet. Ce qui était intéressant chez vous, c'est que de temps en temps, vous retourniez le truc en disant oui, en fait, elles aiment aussi que vous soyez sensible, mais il faut que vous soyez quand même. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les injonctions sont paradoxales. Elles sont pas seulement contraignantes pour les hommes, elles sont paradoxales parce que la société continue dans les pubs et à travers les productions culturelles genre Thomas Shelby, etc., Peaky Blinders, on continue à vendre ce mythe de l'homme viril tout puissant, les armes à feu, Jack Bauer, etc. Et en même temps, on lui dit oui, mais tu sais, maintenant il faut que tu saches aussi montrer tes émotions, langer ton bébé, faire la cuisine, le repassage, être doux et délicat avec ta femme, etc., avec ta compagne. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que les hommes soient déconcertés par tout ça, parce que jusqu'à présent, c'était simple. Il n'y avait qu'une ligne à suivre pour être un vrai mec. Aujourd'hui, être un vrai mec, c'est compliqué. Laurent Métry. Oui, ce que ça révèle aussi sans doute, c'est que c'est aussi un moment, à mon avis, très intéressant pour les hommes, en fait, je crois aussi. C'est que toutes ces réflexions, ça peut être un peu, on pourrait dire, prise de tête ou quoi, mais en fait, c'est aussi vraiment passionnant d'être un homme aujourd'hui. Il faut le prendre aussi positivement, c'est-à-dire que c'est pas, ça fait un peu peur, sans doute, à pas mal d'endroits, mais c'est intéressant de questionner ses relations amicales, ses goûts à plein de niveaux, ces façons de parler, de couper la parole ou pas, de comment parler à des enfants, à tout le monde. Enfin, comment dire, voilà, c'est aussi, je trouve ça riche, très riche. C'est qu'aujourd'hui, on dit, c'est une expression qui commence à rentrer dans le langage courant, on dit les hommes déconstruits. Il y a les hommes qui sont déconstruits, puis il y a ceux qui ne sont pas déconstruits ou pas encore déconstruits. Et alors, ça fait très peur, parce que moi, l'autre jour, j'ai ma belle-mère qui est, on va dire...
Elle m'écoutera pas, donc c'est bon. Mais bon, disons que c'est un peu notre époque. Et elle me dit, mais pourquoi vous voulez déconstruire les hommes? Ils sont très bien comme ils sont. Alors je dis oui. Mais déconstruire, c'est pas détruire. Ça n'est pas du tout la même chose. La déconstruction des genres, c'est pas détruire. Vous prenez un coup de marteau, vous tapez, vous pétez tout, et il reste que des ruines. C'est ce que fait Poutine en Ukraine, par exemple. Ça, c'est détruire. Déconstruire, c'est pas du tout ça. Déconstruire, c'est comprendre comment les choses se sont construites au fil du temps et comment elles s'articulent et elles s'emboîtent dans les autres pour faire système. Et donc, en fait, c'est essayer de démêler ce nœud, de le ramener à ces éléments essentiels pour reconstruire. Et en fait, il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de vouloir reconstruire une société plus juste, plus égalitaire, et pour les deux sexes. Parce que, voilà, moi, ma grande idée, c'est un piège pour les deux sexes. Alors, je voulais vous parler de Jordan Peterson, que vous connaissez, bien sûr. C'est l'intellectuel de référence des masculinistes, parce qu'ils existent, et ce professeur de psychologie canadien a un vrai succès. Un succès fou sur YouTube. Alors, il dit que si on pousse trop les hommes à se... Là, je le cite. Si on pousse trop les hommes à se féminiser, ils deviendront de plus en plus intéressés par une idéologie fasciste. Et donc, pour lui, les combats des féministes ont conduit à l'élection de Donald Trump aux États-Unis et à Bolsonaro au Brésil. Alors, quand on a affaire à des gens comme ça, qu'est-ce qu'on répond, Olivia Gazalier, Laurent Métry? Je te refile la patate chaude. Vas-y, Jordan, c'est pour toi. Non, mais je crois que c'est un peu... J'avais entendu dire un truc qui m'avait assez marqué. Bon, c'est assez curieux de faire ce rapprochement, mais quand même, je crois... Oui, c'est ça. On avait remarqué une espèce de recrudescence de violence masculine, quasiment de tueurs en série dans les années 60-70 aux États-Unis, quand les jeunes femmes ont commencé à aller à l'université en mini-jupe, en disant voilà, je vais faire ça. Bon, voilà, c'était un peu les prémices comme ça de ce mouvement de 68 qui est arrivé en France ensuite. Et il y avait une ultra-violence qu'on a pu comme ça localiser aux États-Unis avec des trucs assez incroyables. Bon, je crois que, comment dire, ce féminisme fait paniquer aussi des gens et fait peur. Et donc, les hommes qui se sentent un peu acculés ne savent plus trop comment vivre, comment penser, et peut-être disent des grosses bêtises un peu comme ça. Grosse bêtise aussi pour vous, Olivia Gazalier? Alors, il faut essayer de comprendre ce malaise de la masculinité. Les thèses masculinistes, ce sont des thèses de victimisation. Les femmes, depuis qu'elles sont émancipées, elles nous ont émasculées, elles nous ont détrônées. Maintenant, on vit dans une société féministe. Il y a même certaines personnes qui parlent d'un matriarcat, d'une gynocratie, dictature féminazie. Enfin, on a tout entendu de la part des masculinistes, mais je pense que les masculinistes se trompent complètement de responsables quand ils en imputent la responsabilité aux femmes et au féminisme. La virilité, elle reposait sur 3 grands archétypes qui étaient le socle de la virilité depuis des millénaires et qui se sont en tout cas pas, sinon effondrés, du moins très délégitimés. Il y a le mythe du guerrier, donc sur lequel on prospérait depuis Sparte et Athènes et l'épopée napoléonienne, la légende napoléonienne, le soldat, le valeureux, etc. Et puis ce mythe, il est complètement démonétisé depuis déjà la Première Guerre mondiale, les tranchées, l'horreur, enfin la mise en scène, si vous voulez, héroïque du soldat qui s'avance fier sur son cheval avec son beau casque. Dans les tranchées, les hommes ont froid, ils ont faim, ils ont la trouille, ils sont avec les rats. Donc ce mythe-là, il s'est effondré. Le deuxième mythe, c'est le mythe du travailleur héroïque, fier de son outil, fier de ses muscles. Ce mythe aussi, il s'est délégitimé avec, d'une part, la tertiarisation de l'économie, qui fait que les métiers du muscle sont des métiers de relégation, aujourd'hui, des voies de relégation, et c'est plus ça, un super mec. Et d'autre part, avec la précarisation et le chômage. Donc vous avez quand même énormément d'hommes à qui on vend le rêve de t'es un super mec, tu vas faire du profit, avoir une bagnole et une superbe cuisine et une très belle femme avec un chien et des enfants blonds aux yeux bleus. Sauf que la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver au chômage, etc., etc. Je vous fais pas le topo, vous connaissez. Le troisième mythe, c'est le pater familias. Le pater familias, il ne faut pas oublier que le père régnait
dans sa famille. Sa femme était sa propriété et ses enfants aussi dans le code napoléonien. Donc vous avez ces trois figures qui sont en crise. Et c'est ça le vrai problème. On passe aux pièces à conviction. On va commencer par votre pièce à conviction. Olivia Gazalet, c'est un extrait. Un extrait de... C'est un extrait de La domination masculine de Pierre Bourdieu, qui date de 1998. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est la fois où j'ai eu... Enfin, en lisant ce texte, j'ai eu cette sorte enfin, si je dis fulgurance, c'est prétentieux, mais disons un éblouissement, parce que j'ai entendu la virilité est à la fois un privilège et un piège. Et je me souviens que cette phrase m'a fait... Je me suis dit, mais oui, et il faut que je fasse un livre là-dessus parce que c'est un piège. Et donc voilà ce qu'il disait. Donc la virilité est un privilège et un piège. Et la citation commence là, qui impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité. La virilité entendue comme capacité reproductive, sexuelle et sociale, mais aussi comme aptitude au combat et à l'exercice de la violence, est avant tout une charge. Tout concourt à faire de l'idéal de l'impossible virilité le principe d'une immense vulnérabilité. Et ça a fait tilt dans mon esprit parce que je me suis dit, oui, en fait, peut-être que ce désir de puissance, il vient surtout de la peur de l'impuissance, de la hantise de l'impuissance. Peut-être que cette passion de la victoire, qu'elle soit guerrière, professionnelle ou sexuelle, c'est d'abord la peur de la défaite. Et c'est une intuition que j'ai vue se confirmer en lisant la monumentale histoire de la virilité des trois grands historiens, la Corbin, Courtine, Vigarello, qui montrait très très bien qu'effectivement, dans l'histoire, il y a eu cette panique de l'impuissance tout le temps. Parce que comme c'est un idéal construit, qui n'est pas en soi naturel, c'est pas en soi naturel d'être héroïque, combatif, etc. En tout cas, c'est pas naturellement masculin. Du coup, c'est un idéal qui est toujours hors d'atteinte. On n'est jamais sûr d'être viril. On essaie toujours d'être viril, d'arriver au modèle. Comme si on voulait imiter quelque chose, mais qui en réalité n'existe pas en soi. C'est un mirage qu'on cherche. Et en fait, on a sans arrêt besoin, enfin les hommes ont sans arrêt besoin d'être authentifiés, validés, estampillés. Ouais, toi t'es viril, toi t'es viril. Donc en fait, la virilité, elle est jamais nulle part. On la cherche sans arrêt, on la trouve pas. On a été, quand on vieillit, on se dit qu'on a été viril, mais qu'on l'est plus. Quand on est petit, on n'est pas encore, mais on va le devenir. Donc en fait, quand est-ce qu'un homme se dit le matin en se rasant, moi je suis viril? Je pense qu'à part que dans quelques pubs pour Gillette, voilà. Mais qu'il lève la main, c'est lui qui se sent vraiment viril. Mais j'ai l'impression que c'est toujours une espèce de compétition et il faut se le prouver. Il faut prouver quelque chose. On passe à vous, Laurent Métry. Alors, votre pièce à conviction, c'est un extrait de votre film « Les mâles du siècle ». Et vous avez choisi quelques extraits où on parle de la prise de conscience, parce que ça existe de plus en plus. On voit et on commente après. Par rapport à ça, je me suis rendu compte que même si il n'y avait pas de harcèlement, même si bien sûr que jamais je me suis jamais autorisé à obtenir quelque chose qui n'est pas consenti. En effet, dans le rapport de couple au quotidien, par exemple, même dans ma capacité à parler avec Karine ou avec mes proches, je me suis toujours considéré comme, dans la parole en tout cas, comme quelqu'un qui pouvait être violent. Voilà, parce que j'ai appris, j'ai une culture du Sud qui parle fort. Hein, et j'ai vu que cette culture, que cette culture de la parole forte pouvait blesser. Et donc, oui, ça m'a remis en question. Parce que je me suis rendu compte que, voilà, il n'y avait pas que le harcèlement sexuel, il n'y avait pas que qu'il y avait aussi cette parole qui pouvait effrayer les femmes. Je suis sorti avec une jeune fille il y a quelques années qui adorait danser. Mais d'autres styles de danse que ce que moi je savais faire.
ce qui fait qu'elle dansait avec d'autres gens en fait, et principalement avec d'autres mecs. Et je me souviens d'avoir quitté des soirées où elle dansait parce que j'étais beaucoup trop jaloux de pas être le mec avec qui elle dansait, que j'étais sûr que dès que je tournais le dos, il se faisait des bisous, enfin juste des conneries en fait. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'à l'époque, j'étais vraiment bloqué dans ce raisonnement-là, en fait. Et ça a amené à des engueulades, ça a amené à des incompréhensions, ça a amené à des séparations, ça a amené à des jalousies après séparation. Et juste, ouais, un comportement de connard de manière générale, à demander des justifications, mais même des trucs qui sont perçus comme des comportements plus humbles, genre demander juste à être rassuré. Oui, mais quand tu demandes 15 fois à être rassuré, il y a un moment où c'est envahissant. Enfin, voilà, de manière générale, en fait, un manque de confiance dans l'autre, et du coup, surtout quand même principalement en moi, et une incapacité à raisonner le monde en dehors de un garçon, une fille qui sont ensemble et qui se quittent pas, en fait. Alors comment as-tu arrivé justement à établir ce lien de confiance, parce que ce sont des confessions très sensibles, ces témoignages, Laurent Métry? Bon, déjà, j'ai passé pas mal de temps avec eux, ces entretiens qui durent 1h30, parfois un peu plus. Et puis, je leur ai pas parlé de féminisme pour commencer. C'est-à-dire, j'ai pas présenté le film comme étant. D'abord, c'était pas histoire de les coincer sur ces questions-là. C'était simplement, je leur ai présenté le film comme étant le projet comme étant un film sur l'évolution de la condition masculine. En fait, on parlait de. Je crois que la question pour cette séquence était est-ce que tu as déjà tu t'es mal comporté avec une femme. Je crois que c'était ça, oui, pour cette séquence-là. Si vous posez les yeux dans les yeux des questions comme ça, on a ce genre de confidence. Parce qu'évidemment, l'intérêt, c'est pour ça que j'ai fait ce film, c'est que en montrant tous ces hommes qui se confient comme ça sur ces choses plus ou moins sensibles, c'est aussi de faire que chacun puisse se retrouver, se reconnaître un peu, ou un cousin, ou soi-même à tel endroit ou tel endroit du film, un peu comme un film miroir de nos comportements dans la vie tous les jours, etc. Merci. Alors, depuis le début de ce débat, de ce procès, il y a effectivement ce costume un peu intrigant qui est là. C'est la pièce à conviction du MUSEM. Et j'appelle à la barre une des dernières recrues du MUSEM, d'ailleurs, Justine Bobot, responsable du pôle sport et santé du MUSEM. Bonsoir et bienvenue. Justine, alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette pièce, que cet habit? Alors cet habit, c'est un costume de lutteur breton qui date de 1957. Comme vous le voyez, composé d'une part d'une tunique en lin et d'autre part d'un petit short rouge et blanc qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs le monde de la boxe. Ouais. Et je vous ai amené avec une sorte de trophée juste ici qui est une ceinture de champion de lutteur breton. Alors, pourquoi avoir choisi cette pièce très précisément pour le procès de ce soir consacré justement à la virilité? L'idée, c'était de décaler le regard en parlant non pas de la société contemporaine, mais de la Bretagne dite traditionnelle, et de montrer comment, au sein de cette Bretagne traditionnelle, le lutteur, il agissait d'une certaine manière comme un modèle d'une certaine virilité, d'une certaine masculinité, en réalité associée à la force, et notamment à la force physique. Alors ça, on le voit notamment à travers deux croquis d'un enquêteur qui est allé étudier la lutte bretonne sur le terrain. Vous voyez notamment à ma droite deux lutteurs en prise. On voit bien que l'enquêteur Creston, il a mis en valeur l'épreuve de force qui se joue avec les muscles tendus, les bras tendus sous l'effort. Et puis à côté, à gauche, Creston, il est venu également faire le portrait de ce lutteur breton qui est bien viril. Il est solidement campé sur ses jambes, les bras légèrement écartés comme pour mettre en valeur l'amplitude de son buste et de ses muscles. Et en fait, Creston, il donne à voir pas seulement un lutteur, mais également le bon paysan breton. Et je pense que c'est important, cette idée de l'homme au travail, et Olivier Agazalet l'a dit plusieurs fois déjà lors de ses procès, parce que
On est dans une société, je vous l'ai dit, entre guillemets, traditionnelle, où c'est très important de pouvoir aller travailler au champ. Et l'homme en bonne santé qui peut aller travailler au champ et qui, du coup, développe une force physique qu'il met à l'épreuve à l'occasion notamment des tournois de lutte, sont vraiment des valeurs importantes. Et donc, on est dans une société où la question de la force physique devient un véritable modèle. Et on passe justement à ces peintures que vous avez choisies aussi. Pourquoi ? Alors, j'ai choisi d'évoquer aussi cette peinture pour mettre en scène, pour montrer d'une certaine manière la mise en scène de ce Gouren, donc de cette lutte bretonne, qui est souvent associée à des rites religieux et notamment au fait du pardon. Et ces rites religieux, ces fêtes, elles viennent à la fois cristalliser et mettre en scène un ordre social genré. Et on le voit ici avec au centre de l'attention, deux hommes qui montrent leur force, qui exhibent leur force d'une certaine manière, et autour, une assemblée mixte, mais également composée de femmes. Et jusqu'aux années 1980, la lutte bretonne est uniquement masculine. Donc on se retrouve dans un dispositif à la fois visuel et intellectuel, où les hommes sont agissants, montrent leur force, et où les femmes, de l'autre côté, sont de simples spectatrices passives. Et je voulais vous présenter une dernière série de photographies, enfin une seule photographie. Et là, on est dans la création contemporaine. Tout à fait, avec une œuvre qui n'appartient pas au MUSEM, une jeune photographe qui vient nuancer cette vision de la lutte. Et je pense que c'est intéressant pour imaginer d'autres types de masculinité, ce qui a été longuement évoqué déjà lors de ce procès, avec une série de photographie d'une Bretonne intitulée nommée Nolwenn Brod, qui met en scène, qui filme et photographie de jeunes lutteurs qui sont en pleine action, mais elle ne donne plus à voir ces lutteurs musclés, en plein combat, mais plutôt une lutte qui ressemble à quelque chose d'une danse chorégraphiée avec une certaine sensualité, une certaine fragilité. Et je trouve que cette photographe, elle montre que la lutte, mais également certains rites traditionnels aussi, peuvent être l'occasion d'explorer un autre type de masculinité, une masculinité qui est plus de l'ordre de la fragilité. Et je pense que là, on est au cœur de notre débat. Merci beaucoup, Justine Bobot. Merci, c'était très intéressant. Peut-être une réaction d'Olivia Gazalet, de Laurent Métry. Olivia Gazalet, comment vous réagissez à ce que vient de dire Justine Bobot avec cette belle pièce du musée ? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut quand même rappeler que le sport, historiquement, a été interdit aux femmes pendant très très longtemps. Aux Olympiades athéniennes, elles n'avaient même pas le droit d'assister au concours sportif. Donc, les femmes ont prouvé à quel point ce partage du monde était finalement non seulement injuste, mais complètement erroné en réalité, parce que la force, il suffit de la cultiver pour l'avoir. Donc, et l'habileté et l'adresse, voilà, ça c'était que. Évidemment, quand on entrave une femme en lui disant, comme mon chien, on va te bander les pieds, ou alors on va te laisser, quand on les laisse à la maison, enfin, il y a toute l'influence de la socialisation aussi sur le développement des aptitudes des uns et des autres. Merci Olivia. Et pour terminer, encore un témoin. J'appelle donc à la barre un habitué des procès du MUSEM. Bonsoir. Bonsoir, je suis Rémi. J'ai participé hier à la commission d'enquête et ce soir devant vous, je serai John, coach en séduction masculine contemporaine. Bon, vous avez entendu le témoignage et le programme de ma collègue. Et bien sûr, chacun d'entre vous choisira la stratégie qui lui semblera la meilleure. Mais laissez-moi vous le dire tout net. Le programme de séduction qu'elle vous a proposé est complètement obsolète. Avec notre équipe de Love Forever, nous abordons le problème sous un tout autre jour. Et j'ajouterais, il était temps. À l'heure d'une prise de conscience collective de la cause féministe, à l'heure de la déconstruction de la virilité masculine, comment continuer à pécho sans se faire rembarrer ? Ce que notre équipe vous propose, c'est un radical renversement copernicien. Cessez de projeter votre propre désir sur la femme et demandez, vous, ce qu'elle attend de vous. Dans les grandes lignes,
Ce programme va vous permettre d'oublier la figure du don Juan que vous cherchez à atteindre et qui pouvait vous échapper, non sans quelques frustrations. Soyez vous-même et retrouvez-vous. Dans le désordre, et à titre d'exemple, voici quelques conseils. Messieurs, votre force n'est pas là où vous croyez. Cessez de la relier uniquement à vos biceps, à la cultiver dans les salles de sport. Vous ne serez jamais le plus fort. Le sexe faible n'existe pas. Les femmes n'ont pas besoin de vous pour se défendre. Vous n'êtes pas un sauveur. La vraie force aujourd'hui, c'est la bienveillance. Vous n'êtes pas un conquérant. Et la femme n'est pas un territoire à prendre. Laissez-vous prendre. Soyez conquis. Ne retenez pas votre sensibilité. Ne vous conformez plus à cette figure du dur au cœur tendre. Sensible is the new sexy. Osez être un cœur tendre, tout simplement. La galanterie non plus ne vous rendra pas meilleur. Elle vous emprisonne. Soyez à la place attentionnée et laissez-vous porter, encore une fois. Si au restaurant, elle insiste pour payer sa part, ou mieux encore, la totalité de la note, ne ressentez pas cela comme une castration. Les femmes ont du pouvoir, elles ont aussi du pouvoir d'achat. Mais pourquoi feriez-vous appel à mes services? Pour plaire, pour séduire, pour conquérir, pour performer? Non, vous êtes maintenant au-dessus de tout cela. Tout ce que vous cherchez, c'est l'amour. Devenez l'amoureux que vous n'avez jamais été et ne restez pas l'esclave de ces vieux schémas de la virilité. Soyez le mal sans faire du mal. Pour la suite, je dispose d'un autre programme sur comment être un bon conjoint dans un couple hétérosexuel, comportant divers volets sur la juste répartition des tâches ménagères, les questions de l'argent et encore, moyennant supplément, une formation sur comment être un bon père déconstruit. J'aurai le plaisir de les développer avec vous, si bien sûr vous vous êtes intéressés. Mais merci et bonne soirée. Merci Rémi. Est-ce qu'il y a des questions pour nos deux invités, nos deux experts? Merci. Merci. Déjà, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Comment vous vous positionnez par rapport aux masculinités trans? Est-ce que c'est une question que vous vous posez dans votre travail? Est-ce que vous, par exemple, Laurent Maîtris, vous avez interrogé des personnes trans pour vos documentaires? Et vous, Olivia Gazalet, est-ce que vous avez étudié aussi ces questions-là? Voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous positionnez par rapport à ça. Merci. Laurent? Oui, on a notamment pour les mâles du siècle et encore pour les petits mâles, oui, absolument, on est allé interroger les personnes trans et je me souviens de notre réflexion sur la question pour les mâles du siècle et on est arrivé à la conclusion de se dire que évidemment des personnes qui passent un temps en tant qu'homme, si je puis dire, et puis femme ensuite, ou le contraire, sont forcément très bien placés, si je puis dire, pour parler de toutes ces questions. Parce qu'évidemment, ils le vivent dans leur chair, si je puis dire. Donc voilà, c'est pas tellement une question d'avis, mais c'était une question de savoir que c'était, on va dire, des bons papiers de tournesol de toutes ces mutations qu'on est en train d'étudier. Voilà. Olivia? Alors moi, j'ai été très impressionnée par l'œuvre de Judith Butler, notamment Troubles dans le genre. Et je trouve que c'est intéressant justement d'interroger le genre à partir de ses marges. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas son travail, donc Troubles dans le genre, c'est comme une sorte de manifeste pour que la société apprenne à accepter qu'on puisse remettre en question la binarité homme-femme, parce qu'il y a des quantités de personnes qui ne se positionnent ni dans l'un ni dans l'autre, ou entre les deux, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi une infinité de façons d'être non-binaire en réalité. Ce que je trouve intéressant pour aller très très vite, c'est que il faut comprendre, et ça c'est une chercheuse qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, Fausto Sterling, je ne sais plus son prénom, peu importe, merci Anne, qui a dit qu'il y avait 5 sexes en réalité. Et je trouve ça très important de le rappeler. Il y a le sexe génétique,
XY. Il y a le sexe anatomique, donc la génitalité. Il y a le sexe hormonal. Il y a le sexe social d'abord, qui est le genre, assigné à la naissance. Et il y a le sexe psychologique, c'est-à-dire comment on se sent, c'est-à-dire l'identité de genre. Et en fait, il peut y avoir toutes sortes de discordances entre les 5. Mais donc, il y a toutes sortes de personnes qui ne se situent pas clairement dans cette binarité. Et ce qui est très difficile pour la société, c'est d'accepter parce que ça bouscule. En fait, Françoise Héritier avait très bien dit que la binarité, elle gouvernait pas seulement les rapports entre les genres, elle gouvernait la représentation complète du cosmos, c'est-à-dire qu'on fonctionne par deux. Nous, on dit intérieur, extérieur, chaud, froid, haut, bas. Et en réalité, sont des valeurs totalement relatives, le chaud et le froid, le haut et le bas, etc. Donc, en fait, mais nous, on les a figés en identité immuable. Et c'est un peu pareil pour le féminin et le masculin. C'est très gênant pour nous de remettre en question l'ordre binaire parce que c'est toute notre société qui fonctionne sur l'ordre binaire. Mais bien sûr que pour moi, c'est absolument central et je n'aime pas du tout, je suis très dérangée par les féministes transphobes. Ça me dérange beaucoup. Est-ce que c'était clair ? Merci. S'il vous applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia Gazalet. Merci, Laurent Métry. Cette séance a été enregistrée le 6 février 2023, avec la participation d'Olivia Gazalet, Laurent Métry, Justine Bobot et de Toufik Hakem à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold. À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta, Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon. En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.